Ukraine, Poutine, la position de Jean-Luc Mélenchon, la France insoumise, la campagne, autant de questions que nous allons évoquer. Commençons donc par l'Ukraine. Vladimir Poutine a pris la parole cette nuit et des premiers bombardements entendus dans l'est du pays. On est dans un engrenage qui devenait inévitable ou pas, selon vous d'ailleurs ? Ah non, il ne devenait pas inévitable. On ne peut pas dire que c'est inévitable quand un pays choisit manifestement la guerre pour régler des questions internationales. Donc c'est la raison pour laquelle nous condamnons, nous, fermement. Jean-Luc Mélenchon l'a fait dès lundi, c'est-à-dire quand Poutine, en réalité, a commencé à annexer 2 entités du territoire ukrainien contre tout le droit international. Et nous condamnons évidemment fermement ce qui est en train de se passer. Il y a une escalade, il prend la responsabilité d'une escalade absolument grave. Et de ce point de vue-là, la France doit avoir, au niveau du Conseil de sécurité de l'ONU, qui doit être convoqué immédiatement, doit avoir une voix très forte. On doit défendre nos intérêts vitaux, on doit se préparer. Et dans le même temps, il faut, parce qu'il n'y a pas d'autre solution de toute façon, il faut essayer de s'engager pour revenir à une voie diplomatique pacifique, voilà, et qui passe par 2 conditions. La première condition, c'est un cessez-le-feu immédiat. Il faut que les Russes arrêtent. Et la deuxième condition, après, c'est le fait qu'il n'y ait plus de troupes étrangères en Ukraine. Et donc, à commencer par la Russie. Oui. Est-ce que, justement, cette condamnation de Poutine et de sa décision, Jean-Luc Mélenchon l'avait fait dès lundi soir. Et pourquoi Yannick Jadot, Anne Hidalgo, eux, dénoncent une attitude trouble de Jean-Luc Mélenchon? Écoutez, vous l'avez entendu, hein, je ne vais pas je vais pas commenter très longtemps. Je dirais juste une chose. Quand il y a une situation aussi grave, les polémiques politiciennes, l'utilisation politicienne d'une situation internationale de cette gravité, c'est vraiment pas glorieux pour ceux qui la pratiquent. Voilà. Et manifestement, peut-être que la différence entre Jean-Luc Mélenchon et ceux que vous citez, c'est peut-être que Jean-Luc Mélenchon aspire à être président de la République. Et donc aujourd'hui, ses paroles et ses actes sont tournés vers cette responsabilité possible, alors que manifestement c'est pas le cas des 2 personnes que vous me citez, parce que sinon ils n'utiliseraient pas ce conflit pour rien. Parce qu'il disait que Jean-Luc Mélenchon sous-entendait que c'est la faute de l'OTAN, c'est la faute des États-Unis. Non, mais non, notre position, elle est très claire depuis le début, elle reste valable. C'est de dire, il y a 2 choses qui ne sont pas possibles. 1, la Russie ne peut pas envahir l'Ukraine, ou même une partie de l'Ukraine. Voilà. Et 2, l'Ukraine ne doit pas être intégrée à l'OTAN. Voilà, c'est les 2 positions. Pourquoi ? Tout simplement parce que c'est les 2 positions conditionnelles pour laisser à cette situation une chance d'être réglée par la paix. Voilà, qu'on m'en donne une autre, qu'on m'explique quelle serait. Est-ce qu'on pense que, par exemple, la paix ne serait pas menacée dans cette partie du monde s'il y a la frontière russe, une alliance manifestement dirigée contre la Russie, en tout cas de manière économique dirigée par les États-Unis, s'installer à la frontière russe. Imaginons la même chose, la chose inverse pour les États-Unis. Mais ça, c'est lié avec la première condition. En avant d'ailleurs par certains pro-russes, la question n'est pas. Qui disent les missiles de Cuba. La question ici n'est pas pro-russe ou pro-américaine. On n'est pas pro-russe. Et l'idéologie, y compris le régime de M. Poutine, le moins qu'on puisse dire, est très éloigné de vous. Je vous rappelle que ça n'a plus rien à voir, même de manière dégénérée, avec un État socialiste. Le moins qu'on puisse dire, du capitalisme pur et dur. Bon, donc notre question, elle n'est pas là. Elle est comment la France défend ses intérêts et agit pour la paix. Et il est évident que si on regarde maintenant sur le long terme. Une France que nous réclamons, c'est-à-dire non alignée, indépendantiste, qui n'est pas liée à tel ou tel intérêt de grands blocs économiques dans ce monde, dont on voit bien que leur rivalité commence à menacer le monde d'une guerre. Eh bien, si la France était non alignée, c'est-à-dire n'était pas intégrée à une alliance, sa voix pour la paix, justement, pourrait être plus entendue. C'est ce que nous disons sur le long terme, mais là, on n'est pas sur le long terme. Là, on est par rapport à une situation donnée. Et donc, la situation donnée, là, ce matin, c'est de condamner fermement ce qui est en train de faire Vladimir Poutine. Si vous étiez au pouvoir, votre stratégie, quelle serait-elle alors? Celle des sanctions économiques, c'est la bonne voie? Écoutez, franchement, il faut pas agiter des choses inefficaces, parce que je vous fais remarquer une chose, c'est que, alors d'abord, on n'en est même plus là. C'est-à-dire, j'ai vu, hier, l'Union européenne a décidé un ensemble de mesures, franchement, qui vont pas faire mal à Poutine.
Poutine. Hein. Ouais. Et les sanctions économiques... Sur les avoirs, quoi, c'est ça. Les sanctions économiques, Poutine les a un peu plus, parce que je ne sais pas si vous avez remarqué, mais le prix du pétrole est en train d'exploser, le prix du gaz explose. Ouais. Bon. Il est passé au-dessus des 100 Là, ce qu'il faut faire maintenant, c'est avoir d'abord une position ferme, demander la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, où la France doit défendre le fait que la Russie se retire de l'Ukraine. Ensuite, il faut demander la réunion de l'Organisation de sécurité et de coopération en Europe, qui a un intérêt, c'est que les Russes et les Américains sont dans cette organisation pour qu'on arrive à un règlement pacifique de la question, avec l'objectif que nous disons, on la redonne, c'est pas de troupes russes et pas d'annexion, pas de remise en question des frontières de l'Ukraine, pour la simple raison que sinon c'est l'escalade, et c'est ce qui est en train de se passer. Et effectivement, pas de troupes étrangères en Ukraine, ce qui suppose que l'Ukraine n'intègre pas l'OTAN. Voilà, à notre avis, c'est les deux caps qui peuvent permettre de revenir à une situation pacifique. Mais là, ce matin, force est de constater qu'aujourd'hui, la Russie a choisi la guerre comme règlement de cette situation. Et donc, on est dans une situation où l'escalade est possible. Oui. Nous, on doit faire en sorte que... Comme ça avait été le cas en Crimée, il y a une petite dizaine d'années maintenant. Je pense que la question de la Crimée est différente de la question de l'Ukraine. C'était un territoire aussi, oui, non, mais c'est vrai. Mais tout faire pour pas que l'escalade, parce que l'escalade, si on met deux doigts pour continuer cette escalade qu'a entrepris M. Poutine, on ne sait pas jusqu'où ça peut aller. Et est-ce que ce conflit, Éric Coquerel, peut aussi avoir des conséquences sur le déroulement de la présidentielle en France ? En tout cas, ça a des conséquences, puisque ça installe ce sujet comme un sujet premier. Oui, bien sûr, sinon nous n'en aurions pas parlé ce matin. Exactement, donc de toute façon, ça a des conséquences, c'est évident. Et j'espère d'ailleurs qu'on va pouvoir débattre, vous parliez de polémique tout à l'heure, d'attaques qui ont tout du marigot politique plutôt que de l'intérêt géostratégique d'autres pays. J'espère justement qu'on va pouvoir parler de fond sur cette question. Nous, on a une position. On la défend, voilà. Sortie de l'OTAN, politique indépendantiste, non alignée, une France au service de la paix. Oui, je dis aussi, en fait, conséquence même sur le déroulement des débats. Emmanuel Macron, ça ne nous a pas échappé, à la tête de l'Union européenne. Est-ce qu'il va pouvoir mener campagne, sachant qu'il sera pris par ce conflit? Si ça se poursuit, ça ne va pas s'arrêter du jour au lendemain. Non, mais c'est toute la difficulté. Oui. C'est pour ça qu'on estimait, avant cette campagne, qu'il aurait peut-être été de bon ton, ça s'est déjà passé par le passé, qu'il recule cette présidence de la France à l'après-élection, ne serait-ce que pour que le président français ait plus de légitimité issue du suffrage universel. Bon, c'est pas fait, on va pas en discuter. Moi, vous savez, dans une situation comme ça, même si j'estime... là, on voit bien qu'Emmanuel Macron nous a donné l'idée de l'image de quelqu'un qui allait régler la situation avec une force de communication. On voit bien que c'est pas le cas du tout, pour les raisons que je pense qui sont des raisons structurelles et qui ne sont pas seulement celles d'Emmanuel Macron, parce que la situation d'une France alignée de manière trop forte derrière les États-Unis... Ça remonte à Sarkozy, au minimum. Bon. Donc c'est pas seulement Emmanuel Macron, mais il a continué dans cette voie. Mais là, dans un moment comme ça, vous me permettrez de ne pas avoir envie, en premier lieu, là aussi, de polémiquer par rapport à la situation française. Non, mais parce que ce que je dis, est-ce qu'il pourra y avoir des débats? Est-ce que Emmanuel Macron pourra parler de sa campagne, des dossiers de fond, sachant qu'il sera mobilisé? Il faudra bien. Je veux dire, bon, déjà, on peut peut-être espérer quand même que, à un moment donné, s'il y a une voix forte de la France et d'autres pays, on peut espérer quand même qu'il n'y ait pas d'escalade. En tout cas, c'est ce que j'espère ce matin. Alors, venons-en aussi à la campagne. Un mot quand même aussi de votre actualité. Vous en êtes où des parrainages là ce matin? Écoutez, ça avance, mais c'est toujours une affaire sérieuse. Voilà, là, depuis quelques temps, on a des arrivées de parrainage depuis quelques jours qui nous laissent penser que on va y arriver, mais ça reste une affaire sérieuse. Il reste même plus 2 semaines, donc on doit surtout pas lâcher. Vous allez pouvoir boucler les choses, y compris avec le soutien de macronistes et puis de républicains aussi, quoi. Nous, vous appréciez ces gestes? Oui, on est très satisfait que des gens pensent que la démocratie est suffisamment importante pour que un candidat de gauche le mieux placé aujourd'hui, le seul capable d'aller au 2e tour, ait ses parrainages. Mais là, aujourd'hui, les arrivées viennent la même chose avec Le Pen, Zemmour aussi, quoi. Écoutez, il y a eu des appels. En tout cas, moi, je pense une chose. Non, mais quoi qu'on pense des candidats, on a dénoncé le système du parrainage. On pense par les élus, on pense qu'il faut un parrainage citoyen. Et à mon avis, c'est pas la manière d'éliminer un candidat. Voilà. Si on pensait
que tel ou tel candidat n'a pas sa place dans l'élection parce qu'il tient des propos qui sont des appels à la guerre civile, des appels à la haine. Ça se passe autrement. Oui. Ça se passe autrement que par le fait de l'éliminer par la question des parrainages. Voilà ce que je crois. Bon, donc il faut que tous les candidats, en tout cas les principaux, de toute façon, nous, on n'a pas la main là-dessus, puisque nous sommes un parti nouveau. Oui. C'est ce qui nous handicape d'ailleurs par rapport à des partis anciens qui ont peut-être beaucoup moins de poids dans le pays, mais qui restent, qui ont des notables entre guillemets. Enfin, bon, sans être péjoratif. Donc, de toute façon, on n'a pas la main là-dessus. Donc, on a appris là tout à l'heure que François-Xavier Bellamy, des Républicains, vient d'apporter son parrainage à Éric Zemmour. Alors, parrainage ne veut pas dire soutien. Hein. On est bien d'accord là-dessus. Parrainage, vous avez vu que le maire de Cannes, Isnard, nous parraine. Je ne crois pas qu'il nous soutienne. Il l'a dit très clairement. Ah bah, ça peut changer, sait-on jamais. Bon, voilà, ça c'est une parenthèse. Comment convaincre aussi que Jean-Luc Mélenchon, pour la gauche, c'est le vote utile. Ça va être un peu le déroulement de votre campagne. Après, c'est le mot aussi avec Ségolène Royal. Mais on l'utilise pas, le vote utile. On n'aime pas ça. On a été trop longtemps victime. C'est un vote en négatif, le vote utile. Vous n'avez pas d'autre solution pour battre la droite et l'extrême droite. Nous, on préfère le vote efficace parce qu'il y a un côté positif pour notre programme. C'est-à-dire, comment le convaincre ? Parce qu'on fait. Voilà, tous les jours, on milite. Moi, tout à l'heure, je vais faire des porte-à-porte dans les quartiers de Seine-Saint-Denis avec mon ami Thomas Porte. Donc, on déploie une activité militante que personne d'autre n'a dans le pays. Je veux dire, aujourd'hui, je pense que on le voit bien d'ailleurs sur le terrain. On a le talent de Jean-Luc Mélenchon pour porter notre programme. On a nos meetings qui sont remplis. Et puis, on a le fait aussi, moi, je vais vous dire, c'est que je suis absolument sûr qu'un candidat opposant une alternative au néolibéralisme sera au deuxième tour. Et nous sommes, parmi tous les candidats qui sont au-dessus dans des résultats de chiffres, pour l'instant, les sondages, nous sommes le seul. Nous sommes le seul à proposer vraiment une alternative économique au monde de Macron. Parce que quand vous regardez bien les programmes économiques de Mme Le Pen, M. Zemmour, Mme Pécresse, c'est pas très éloigné. Oui, Mme Le Pen, elle était plus proche de vous sur certains côtés que de... Bon, non, mais sur la retraite, sur... justement, vous avez remarqué qu'elle est revenue. Elle est en train de bouger. Mais bien sûr, mais pourquoi ? Parce que sur le fond, que ça soit sur la retraite, que ça soit sur la façon de gérer les déficits, la dette, que ce soit sur les services publics, ces gens-là, en réalité, ont une position assez comparable. Est-ce que vous attendez d'autres soutiens là dans les jours qui viennent, venant des rangs de la gauche, sachant que par exemple Christiane Taubira risque de ne pas avoir ses parrainages, de ne pas aller jusqu'au bout? Moi, je pense surtout qu'on aura des soutiens du peuple de gauche et du peuple en général. Voilà, c'est ça qui nous intéresse. Après, s'il y a des candidats derrière nous, on l'a dit il y a pas longtemps, je ne vais pas faire une langue de bois. Si on regarde aujourd'hui le résultat escompté pour M. Roussel et les nôtres, on est déjà au deuxième tour. Donc on fait des appels à M. Roussel, parce qu'au lieu de mettre l'attention sur 15% du programme qui nous sépare, on regardait les 85% du produit. Il y a encore une possibilité de rapprochement ? Jusqu'au bout, en tout cas, on fera cet appel-là. Après, voilà, M. Roussel fait ce qu'il veut, le Parti communiste fait ce qu'il veut, mais jusqu'au bout, on leur dit, on peut gagner ensemble. Ça serait comme on a progressé ensemble depuis 2 élections. Cette fois-ci, on peut gagner. Ça vaut peut-être le coup pour l'intérêt du peuple. Oui, parce que vous êtes à 10-12 dans les sondages et donc pas très loin. Maintenant, on est à 12. On est à 12. Non, mais c'est vrai, il y a un ticket possible entre 14 et 17, quoi. C'est ça pour le second tour. Là, on est à 16-17 et c'est le deuxième tour. Oui, voilà. Mais on y arrivera de toute façon. Bon, écoutez, on va suivre. Oui, on va y arriver parce que c'est nous qui avons la plus grande réserve de voix par rapport aux 4 candidats qui sont devant nous, notamment dans les catégories populaires et les jeunes, où on sait que s'ils vont voter, ils vont beaucoup voter Jean-Luc Mélenchon. S'ils vont voter, c'est toute la question, c'est d'aller chercher les abstentionnistes. Jusqu'au 4 mars, il faut que les gens s'inscrivent. C'est le message que je leur passe ce matin. Inscrivez-vous, parce que ailleurs, ceux qui ont des intérêts à ce que la politique de M. Macron continue, eux, ils sont inscrits et ils vont voter. Est-ce que vous dénoncez le fait qu'il n'y ait pas non plus de messages très forts sur cette campagne civique dans les différents médias pour s'inscrire sur les listes électorales? Ah bah oui, je le regrette. Et manifestement, ça veut dire une chose, c'est que M. Macron compte bien que les électeurs qui ne partagent pas sa politique n'aillent pas voter. C'est à mon avis ça qui est sur la table. Oui, ce soir il y a le dîner du CRIF. Jean-Luc Mélenchon n'a pas été invité, comme Éric Zemmour et Marine Le Pen, car selon le président du CRIF, je reprends ses propos, les représentants des partis extrêmes ne sont pas là, n'ont pas le droit d'être là. Qu'est-ce que vous lui répondez? Ça fait longtemps que le CRIF, malheureusement, se comporte en adversaire politique de notre camp. Donc c'est peut-être à eux qu'il faut s'interroger. Moi,
Je dénie au CRIF l'idée qu'il représenterait à lui seul nos concitoyens de religion ou de culture juive, je crois pas. Bon, il prend des décisions qui sont des décisions politiques contestables. Voilà, c'est peut-être à eux qu'il faut poser cette question. Oui. Dernière question, quelle est votre réaction à cette histoire du Douglas Gate chez les LR, pour reprendre l'expression sur les réseaux sociaux? Aucun commentaire. Je sais que ça fait rire sur les réseaux sociaux, mais alors très franchement, j'ai pas du tout envie que le débat politique se focalise sur ce genre d'affaires. Moi, j'ai envie qu'on discute de fond. Et si on en discute même 2 minutes, vous allez voir que cette campagne va partir à veau de l'eau. Ah bon? Et oui. À partir de ça, ça peut partir justement. Non, mais je veux dire, vous voyez bien, quoi. C'est-à-dire, on met des thèmes de ce type-là, et au lieu de. Non, mais c'est une enquête de Libération. Oui, ce matin, mais du coup, on va saturer l'espace politique avec ce genre d'affaires. Bon, j'ai pas de commentaires à faire. J'ai pas envie de passer mon temps à faire des commentaires là-dessus. Oui, merci. Et Éric Coquerel.